Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous avons déposé nos valises comme des saltimbanques. Nous sommes sur le Tour de France, une vision qui nous plaît beaucoup. Nous sommes ici à Orléans. On est ravis de vous y accueillir. Je suis accompagné, comme c'est le cas maintenant tous les mois, ça fait déjà plus de 4 ans, nous visitons et nous sillonnons les routes de France, mon ami Olivier Marin. Bonjour Sylvain. Comment ça va Olivier ? Très bien, très heureux d'être ici à Orléans. Et nous sommes à Orléans avec bien sûr l'accueil, l'hôte de ces lieux, celui par lequel d'ailleurs nous sommes installés dans un endroit magnifique. Il est avec nous, c'est le maire d'Orléans, c'est Serge Rouat qui est avec nous. Bonjour monsieur le maire. Bonjour et bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Olivier, nous avons un programme assez fourni aujourd'hui dans cette bonne vieille ville d'Orléans. Absolument, très heureux bien sûr au nom de Figaro Immobilier et de Figaro Immo TV de poursuivre cette 4e saison des Clés de la Ville. Depuis Orléans, on va se plonger au cœur des territoires, mieux comprendre les besoins, décrypter les enjeux de la ville. C'est aussi un grand plaisir avec toujours le même principe qui fonctionne et qui a fait ses preuves. On pose nos valises et on parle immobilier, on parle logement bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture, patrimoine. Et à travers notre émission, eh bien, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge. Elle se transforme, il y a une identité, mais il y a aussi de nouvelles façons de vivre et d'habiter. On va le voir aujourd'hui à travers des reportages, des échanges, les témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette 2e étape de cette saison 4, donc après Toulouse, eh bien nous sommes à Orléans, reçus par notre grand témoin, qu'on est très heureux d'accueillir, Serge Grouard. Bonjour et merci infiniment. Merci à vous également. Maire d'Orléans, président de la métropole d'Orléans. Alors, au programme, nous retrouverons nos partenaires chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, nous recevrons Maître Alain Butet, notaire à Orléans. On va faire un tour d'horizon, voir l'évolution des prix, des ventes à Orléans, mais également délivrer des conseils pratiques. Pour la séquence La vie ensemble, nous recevrons Amaury Vallée, directeur régional Centre Val-de-Loire-Océan pour le pôle immobilier résidentiel de Nexity. Là, ce sera l'occasion de faire le point et de prendre le pouls du marché, de l'activité des projets dans le neuf à l'échelle d'Orléans et sa métropole. Et puis la séquence bien mieux avec notre partenaire Elio pour évoquer ce qui est sans doute l'un des chantiers du siècle, c'est la rénovation énergétique. Tanguy Dupont, directeur du pôle habitat collectif au groupe Elio, nous donnera l'état des logements côté performance énergétique à Orléans et puis lui aussi des conseils pratiques pour bien rénover. Voilà pour ce beau programme. Mais tout d'abord, Grégoire, si je vous dis Orléans, l'édito, c'est à vous. Alors bonjour monsieur le maire, bonjour à tous. Quel privilège pour nous que de poser nos valises et de se voir octroyer le temps d'1 heure les clés d'une ville du prestige d'Orléans. Vous êtes notre 31e étape sur les routes des villes de France, la seconde donc pour cette saison 4, après effectivement notre premier passage à Toulouse le mois dernier, en octobre. En rédigeant cet édito, je me suis dit qu'Orléans, c'était la ville que tout le monde connaissait, que l'on soit amateur d'histoire ou non. Alors je suis parti en quête. J'ai épluché son passé, ses anecdotes et son présent, et j'ai essayé de comprendre ce qu'était la ville d'Orléans et comment elle était devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Orléans, c'est une ville royale, une ville profondément ancrée dans l'histoire de France. J'évacue tout de suite le rôle de Jeanne d'Arc, que chacun connaît, pendant la guerre de 100 ans notamment, parce que la pucelle d'Orléans est, à n'en pas douter, une des raisons majeures de la célébrité de votre ville, et elle est depuis liée à l'identité de notre pays. Mais il n'y a pas qu'elle. Orléans a longtemps été un duché, traditionnellement donné en apanage à un fils cadet du roi de France. En tout, ce sont 10 fils cadets de roi de France qui ont été titrés ducs d'Orléans, de 1344 à 1842. S'il constitue aujourd'hui un titre de courtoisie, ce titre est gravé en lettres d'or dans la légende du royaume de France. Et parmi les ducs, certains sont même devenus rois, comme Louis XII, Henri II, Charles IX, Henri III et Louis-Philippe. C'est donc un destin national qui a placé Orléans sur la carte de France. Comme dans beaucoup de villes du pays, les premières traces humaines à Orléans remontent jusqu'à l'Antiquité. Les Carnutes, un peuple de Gaulois, fondent Kenabum. Il faut dire qu'à cet emplacement, la Loire est franchissable.
Et la cité qui deviendra Orléans se développe donc sur la rive non inondable. La position est naturelle, le fleuve favorise le commerce et les échanges. Après la conquête romaine et le développement de Kennaboum par l'empereur Aurélien, son nom se transforme pour devenir Orléans. Aurélien, Orléans. Pas mal. Les premières lettres de noblesse d'une cité dont le nom va rester dans l'histoire. C'est le commerce fluvial donc qui va en premier participer à l'essor de la ville. Jules César himself avait qualifié Orléans d'emporium, c'est-à-dire place de commerce. Il faut dire qu'elle est le port fluvial le plus proche de la capitale du royaume, Paris, une position qui va donc bien l'aider. Céréales, vins, sel, poissons, pierres, bois, huile, produits du Levant ou d'autres contrées, nombreuses sont les denrées à transiter par le fleuve. Et l'une d'elles, je l'ai découvert, fera particulièrement la renommée de votre cité, monsieur le Vert, le vinaigre. Oui. Et oui, Orléans, c'est la capitale française du vinaigre. Alors ça remonte au Moyen-Âge, où on transformait en vinaigre les vins locaux peu réputés ou les vins qui avaient mal voyagé et tourné. À Orléans s'est développé un savoir-faire bien particulier, une méthode à l'ancienne, naturelle et lente, qui a toujours intrigué. On dit même qu'un certain Louis Pasteur s'est déplacé jusqu'ici pour en étudier le processus. On a compté jusqu'à 400 vinaigriers dans la ville au XVIIIe siècle, qui produisaient la quasi-totalité des vinaigres consommés en France. Aujourd'hui, une seule maison subsiste, perpétuant ainsi la tradition depuis 1797. Orléans, c'est aussi une ville de la pensée, notamment de la pensée universitaire et humaniste. Orléans a attiré des grands noms sur les bancs de son université, une des plus anciennes d'Europe, fondée en 1306. On a eu Erasme, Jean Calvin, Étienne de la Boétie, Jean de la Bruyère. L'institution est prestigieuse. Enfin, Orléans, c'est une ville industrielle, usine à sucre et manufacture textile au XVIIe siècle, industrie lainière, vinaigrerie ou imprimerie au XVIIIe siècle, conserverie industrielle et machinisme agricole au XIXe siècle, industrie métallurgique, industrie mécanique, du tabac, du textile, agroalimentaire au XXe siècle. Toutes ces activités ont fait d'Orléans une ville dynamique et l'une des plus riches du royaume jusqu'au XVIIIe siècle. Après un déclin économique lié à la fin du trafic fluvial au XIXe, le renouveau industriel d'Orléans voit le jour et marque encore la ville actuelle par la diversité des entreprises présentes sur son territoire. J'espère que cet édito vous a plu, monsieur le maire. Vous l'aurez compris, il n'était pas question de vous imposer une guépinade. Alors, pour vous expliquer, mesdames et messieurs, c'est ainsi que l'on décrit une joute verbale ici à Orléans, parce qu'elle est mordante, comme une guêpe, elle est piquante. Non pas de guépinade, mais un portrait que j'ai essayé de vous faire d'une ville et de ses habitants que l'on dit aimer le devoir et l'habitude. Des habitants fidèles, avant fidèles au roi et à la religion, maintenant fidèles à leur ville. L'Orléanais est affectueux et s'attache volontiers, mais tout cela est réfléchi. Il aime la lenteur des choses bien faites. On lui prête une certaine austérité, mais c'est juste une manière de parler de son sérieux et de son caractère entier. Alors merci de nous accueillir dans votre ville si bienveillante, monsieur le maire, et à tous, bienvenue à Orléans. Merci pour cet édito. Je vous propose, mesdames et messieurs, de découvrir en images les... En plus, on a eu beaucoup de chance, puisque notre caméraman et notre reporter ont trouvé un temps superbe pour découvrir de façon légèrement différente, un peu poétique, voire bucolique, quelques images de votre ville. C'est parti pour le reportage. Dans cet épisode des Clés de la ville, nous nous rendons à Orléans, la capitale de la région Centre-Val-de-Loire, nichée sur les rives de la Loire au centre-nord de la France. Célèbre pour le rôle historique de Jeanne d'Arc, qui délivra la ville du siège des Anglais en 1429, Orléans se dévoile à travers les yeux de 3 personnalités clés. Et nous rencontrons tout de suite Pierre Allaurent, c'est le doyen de la faculté de droit, d'économie et de gestion d'Orléans, ainsi que vice-président du Césaire. Il nous plonge dans l'histoire captivante de la ville. Alors son évolution, effectivement, elle est très ancienne, elle remonte très loin, puisque déjà, par exemple, César, dans la guerre des Gaules, évoque Kennaboum, donc l'ancêtre d'Orléans. C'est déjà une ville stratégiquement, au niveau militaire, très importante. Orléans a repoussé les invasions barbares, par exemple, les Huns. Attila, Orléans a toujours appartenu au roi de France, qui est mort dans l'hôtel Grolot, c'est-à-dire l'ancien hôtel de ville d'Orléans, très bel hôtel de ville Renaissance. Il y a évidemment l'épopée de Jeanne d'Arc qui marque symboliquement un moment très important de constitution du sentiment national en France face
à l'occupant anglais, et on sait l'importance de Jeanne d'Arc dans la libération de la ville. Ça a été une ville aussi de conciles. Il y a eu des conciles à Orléans qui ont eu une grande importance dans la vie de l'Église catholique, l'Église chrétienne d'Occident. À la Révolution, et ça c'est assez méconnu, Orléans a joué aussi un rôle important, en particulier au moment de la Terreur, où il y avait un tribunal révolutionnaire, mais pas seulement. Orléans a joué ce rôle d'entrepôt de Paris, de ville au nord de la Loire, la plus proche de Paris, et donc on transbordait la plupart des productions, le café, le cacao, etc., le sucre, remontait jusqu'à Orléans, on les transbordait ensuite, et à 2-3 jours, à l'époque, on pouvait acheminer ces produits vers le marché parisien. Donc les pouvoirs nationaux, centraux, à Paris, ont toujours gardé un œil très attentif sur ce qui se passait à Orléans. La Seconde Guerre mondiale a terriblement touché l'Orléanais par des bombardements qui ont pratiquement rasé la ville. Et puis, il y a eu en 1940, l'exode. Les Orléanais eux-mêmes ont abandonné leur ville pendant quelques semaines de peur des exactions et des crimes de guerre des troupes allemandes. Partons maintenant à la découverte approfondie du marché immobilier orléanais avec Sébastien Marquand, c'est le directeur général associé chez Orpi Valrim. Il nous guide à travers un bien typique de la région. Alors la ville d'Orléans connaît depuis des années un certain engouement au niveau immobilier. Nous avons aujourd'hui des résultats qui sont bien supérieurs à la moyenne nationale. C'est une ville qui se rapproche chaque jour un peu plus de Paris. Force est de le constater, et surtout c'est une ville qui, économiquement parlant, vit bien. Les quartiers qui connaissent le plus gros engouement sont bien évidemment le centre historique, qui restera avec un attrait tout particulier pour l'immobilier, et puis les quartiers dunois au nord de la ville d'Orléans avec des maisons plutôt bourgeoises, le quartier Saint-Marceau qui est lui au sud de la Loire avec un quartier très familial. Je vous présente un bien typique d'Orléans et du nord de son centre-ville. Vous remarquerez donc des parquets à l'ancienne, une hauteur sous plafond importante, à l'image des immeubles haussmanniens, un petit balcon filant et des cheminées. Alors, ces appartements sont situés principalement au nord de la rue Jeanne d'Arc, qui est une rue parallèle à la Loire. Et au sud de cette rue Jeanne d'Arc jusqu'à la Loire, on trouve un immobilier un peu plus ancien avec des poutres, des plafonds moins élevés, des colombages au mur, avec la gare au nord qui vous emmène à Paris et sur les grandes gares. Et puis au sud, vous découvrez la statue de Jeanne d'Arc, qui est l'effigie de la ville d'Orléans. Pour Orléans, c'est la source, puisque cela fait partie, vous savez, des grands projets d'aménagement lancés par la Ve République et au début, avec le général de Gaulle comme à la présidence, ce qu'on appelait les villes nouvelles, avec un double projet, créer des quartiers d'habitation nouveaux, et puis la renaissance de l'Université d'Orléans, puisqu'elle avait été créée en 1793, elle n'avait jamais réouvert au XIXe siècle, elle est réouverte à partir de 1960. L'aboutissement de ce projet, il est assez récent. C'est deux projets qui vont remodeler l'urbanisme à Orléans. C'est le fait qu'il y ait un projet, enfin, d'installation d'une des composantes de l'Université d'Orléans en centre-ville, ce qui n'était plus le cas depuis 1793, et va laisser la place ici, c'est un petit clin d'œil de l'histoire, à la nouvelle faculté de médecine qui vient d'ouvrir depuis un an. Maintenant que la volonté étatique soit également de rénover l'habitat ancien, c'est légitime, mais je pense qu'elle va de pair et qu'il y aura toujours des clients acquéreurs pour du neuf avec des logements au goût du jour, sous garantie, et d'autres qui apprécieront l'ancien malgré les travaux de rénovation qui sont lourds et qui aujourd'hui
peinent à trouver des artisans pour pouvoir réaliser ces travaux. Enfin, Michel Roch-Dupont, directeur d'AM au Conseil, nous éclaire sur les enjeux environnementaux et la rénovation énergétique du secteur. Depuis avril 2022, la ville d'Orléans a pris le sujet de la transition énergétique des bâtiments à bras-le-corps via une plateforme qui s'appelle Ma Métro Rénov'. Donc effectivement, si on analyse un petit peu aujourd'hui le parc du résidentiel privé au niveau de la métropole d'Orléans, c'est assez classique pour une ville de cette taille-là. On a environ 30 et 35% de passoires énergétiques, enfin de logements qui sont classés de E à G sur la lettre DPE. Mais il faut en revanche avoir en tête qu'il va y avoir des grosses disparités selon les zones et les différents secteurs de la ville. Il y a les vieux centres-villes dans l'ancien, avec des gros défis notamment techniques pour réussir à les sortir de ces catégories-là. Il y a ensuite tout ce qui va être années 70, où là il y a un gros volume de travail à faire, mais néanmoins on sait comment le faire et les dispositifs actuellement sont en place. Et ensuite il y a les zones un peu plus pavillonnaires des années 2000, où là les lettres énergétiques sont un peu meilleures, mais qui devront de toute façon faire des travaux dans les années à venir. Aujourd'hui, si un particulier ou une copropriété veut s'engager dans une démarche de rénovation énergétique, il faut qu'elle se tourne vers les interlocuteurs qui existent au niveau de la métropole d'Orléans. Ils sont présents, il y a des guichets uniques d'information, etc., qui ensuite vont les orienter vers des professionnels qualifiés qui vont pouvoir entamer avec eux une démarche, une réflexion pour s'engager dans des travaux de rénovation énergétique. Ça permet de comprendre le logement, de savoir où on en est et où est-ce qu'on peut aller. La demande est plus forte que l'offre. Il va falloir y remédier par la construction de logements et comme vous le savez en ce moment, le neuf est un peu à la peine et ça nous inquiète à ce sujet. Puisqu'avant que la machine se remette en marche, ça risque de prendre beaucoup de temps et il serait indispensable pour moi que l'État prenne conscience des avantages qu'il faut donner à la vente de neuf pour relancer cette dynamique. Force est de constater que nous sommes près de Paris, que nous sommes à 3h30 de l'océan, que nous avons du travail à Orléans, puisque nous avons un taux de chômage plus faible que la moyenne nationale. Soyez convaincus, venez vivre à Orléans, c'est une jolie ville, les Orléanais sont sympathiques et c'est vraiment une ville où il fait bon vivre. Après avoir arpenté les rues historiques et découvert les aspects contemporains de la ville, nous vous invitons à plonger davantage dans les clés de la ville d'Orléans, une cité où le passé et le présent s'entremêlent pour créer une expérience unique. Bienvenue à Orléans, où l'histoire se conjugue au présent pour façonner un avenir prometteur. Merci à Sébastien Marquand, qui est le patron d'Orpi Orléans Valrim, de Pierre Alaurent, le doyen de la faculté de droit et en outre vice-président du Césaire au niveau régional, et Michael Roch-Dupont, qui est le patron d'AMO Conseil. Monsieur le maire, que pensez-vous des images que nous avons tournées ? Je ne peux en penser que du bien. Je pense que le reportage est juste. J'ajouterais 2-3 petites choses récentes. J'ajouterais notamment l'équipement que l'on vient d'ouvrir là, début de cette année. Il est tout frais, tout récent. Comet Arena, c'est, à part Bercy, c'est la plus grande salle de France. Donc 10 000 places, et qui est magnifique. Voilà, donc ça c'est ce qui vient d'arriver. J'ajouterais aussi peut-être tout ce qui se fait dans le domaine de la culture. On a des théâtres qui sont magnifiques à Orléans, on a un orchestre symphonique, etc. etc. Mais ce reportage, il cible juste, je pense, et il montre une chose, c'est qu'Orléans est entré dans la première division des villes françaises. Tout à fait. Et à propos de division, c'est une ville très sportive. Il y a énormément de sport à Orléans, beaucoup. Alors, éducation, le judo, rugby, le football. Éducation, sport, culture, c'est vraiment un triptyque. Et d'ailleurs, comme vous le savez, il fait très bon vivre à Orléans, vous l'avez rappelé. Vous êtes classé dans le top 50 des villes où il fait bon vivre. Et l'année dernière, vous avez même été élu ville la plus attractive de France, vous le savez, par le baromètre emploi et logement, qui classe les villes où s'installer et où vivre. Un classement qui a été réalisé par le courtier Meilleur Taux et sur le site de recherche Météo Job. Alors, Orléans, c'est une ville attractive. Est-ce que vous craignez pas, monsieur le maire, l'aspiration de la grande métropole parisienne qui vous guette ?
Non, parce que Orléans a une très forte identité, vous l'avez rappelé dans les différents reportages, donc je ne crains pas cela. Par contre, vous l'avez dit aussi, ici à Orléans, nous sommes à la fois beaucerons et solognots et nous aimons bien nous inscrire dans du solide. Nous aimons bien nous inscrire dans du temps long, le temps long du grand historien Fernand Braudel. Donc, je me méfie des effets de mode et des choses superficielles. Ici, on essaye de construire dans la durée. Et c'est aussi pour ça que je pense que l'on réussit. Donc, les classements, c'est très bien, on en est très heureux. On préfère être premier que dernier, cela va de soi. Mais ce n'est pas notre motivation première. On ne cherche pas à être en haut du classement, on ne cherche pas à faire, comme l'on dit parfois, des coups de com'. On essaye, et ça c'est, je pense, fondamental, de s'inscrire dans la durée. Et l'une des réussites d'Orléans est justement de s'inscrire dans la durée. Pour ma part, je suis maire depuis 2001. Donc cela donne de la continuité. Et puis je dois dire aussi que tous les maires d'Orléans se sont inscrits dans cette logique d'une recherche de développement harmonieux de la ville. Et cela, c'est une des forces de notre ville. Depuis l'après-guerre, j'allais dire, on s'inscrit presque tous dans la même logique, dans la même volonté de faire une ville qui soit une ville du bon vivre, qui se développe, qui soit fière d'elle-même. Vous retrouverez toujours ces ingrédients dans toutes les séquences municipales. Et ça, c'est fondamental sur 50, 60, 70 ans et plus. Alors, Olivier, on l'évoquait tout à l'heure, et vous en avez parlé notamment, une ville doit garder son identité, mais une ville doit aussi avancer, avoir des projets. C'est récemment le maire de Nancy qui nous disait qu'une ville qui n'a pas de projet et qui ne bouge pas, c'est une ville qui meurt. c'est ça. On parle de plus en plus de réhabilitation, de transformation, de recyclage, de reconstruire sur l'existant, de rénover. Alors, il y a eu récemment la démolition de la tour 17 à Orléans, il y a des transformations, quartier Argonne notamment, des projets, même si on sort un peu d'Orléans du côté de Saran, sur Friche Industriel, ancien atelier de la marque allemande Kell. Beaucoup de choses. Quelle est l'ampleur, en fait, et quelle est la place des projets, à la fois de rénovation urbaine à Orléans ? On investit énormément. On investit entre la métropole et la ville d'Orléans entre 150 et 200 millions d'euros par an. Nous avons eu, dans certaines périodes, entre 15 et 20 ZAC en même temps. Ah oui. Oui, je vois vos airs étonnés. Nous rencontrons vos collègues, monsieur le maire, Mais toutes voilà. les semaines et tous les mois. Et je crois que jamais, d'ailleurs, me semble-t-il, on avait entendu autant de dynamique urbaine telle que vous le décrivez. Et ce qui est très intéressant, permettez-moi de le rajouter, c'est que vous êtes dans votre 4e mandat. Oui. Et donc, je ne peux dire que oui. Et donc, donc vous êtes un maire. Le temps passe. Vous êtes un maire bâtisseur. Vous avez, nous le savons, et on n'est pas là pour vous servir les choses, mais vous avez transfiguré Orléans et vous l'avez poussé vers le 21e siècle. Et vous avez été réélu. Donc on peut être un maire constructeur et bâtisseur et être réélu. Voilà, c'est dit. Je le pense. On essaye en permanence, ce n'est pas toujours facile, d'avancer sur nos deux jambes. La proximité avec les Orléanais, c'est-à-dire la réponse aux besoins du quotidien. C'est la vocation première d'une mairie et d'un maire. Et en même temps, je dis bien en même temps, d'assurer le développement, le rayonnement, proximité, rayonnement. Voilà. Alors ça paraît simple quand on le dit. Quand on le gère au quotidien, c'est plus compliqué parce que, à l'arrivée de tout cela, vous avez l'allocation des moyens. Vous les mettez où, les moyens ? Ils ne sont pas infinis, chacun le sait. Et on les répartit comment ? Et c'est là où il faut trouver l'équilibre, j'allais dire plus que l'équilibre, l'harmonie dans ce développement. C'est ce que nous essayons de faire depuis maintenant, effectivement, 2 décennies. Alors, au début de l'année 2023, vous avez la cérémonie habituelle de vos vœux. Vous parliez de l'année à venir comme une année de concrétisation. Je reprends vos termes. Un travail de 15 années pour positionner Orléans au tout meilleur rang. À la fin de l'année, quel bilan, là on arrive à la fin de l'année 2023, quel bilan vous tirez à la fois en matière d'immobilier, d'habitat au sens large, d'urbanisme et de logement. Et je vais préciser que vous avez une démographie qui ferait envie à certaines villes. Vous avez une attractivité des territoires par les zones autoroutières, l'acheminement et les mobilités qui font effectivement d'Orléans un véritable challenger
dans la transformation urbaine, comme vous le savez aujourd'hui, il y a une grande réflexion à la fois démographique, mais aussi anthropologique. Cette nouvelle anthropologie urbaine, comment vous l'appréhendez et comment vous arrivez finalement à réconcilier deux choses. Le fait de loger tous les nouveaux Orléanais qui viendraient vouloir s'installer ici à Orléans, puisque aujourd'hui, il y a du boulot à Orléans, on vit bien, et le niveau est vraiment de bonne qualité. Et comment vous adaptez le coefficient de résistance des Orléanais pure souche quand ils voient, par exemple, beaucoup de grues sur la ville, des chantiers, et je sais que parfois, ça grince un peu. On peut le dire les choses comme ça. Oui, mais je vais vous dire une chose, c'est que, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, et depuis des années maintenant et quelques décennies, le besoin de la fierté de la ville. J'espère contribuer à donner aux Orléanais la fierté de leur ville. Et cela, ça passe par des séries d'ingrédients. Cela passe bien sûr par les fondamentaux, vous les avez évoqués. Le logement. Depuis les années 2015, car une petite dizaine d'années, on est en moyenne à 1700 logements délivrés par an. Et vous arrivez à les maintenir? Alors là, bien sûr, cela a été dit dans le reportage, on a l'inquiétude, effectivement, de voir, pour un certain nombre de raisons que chacun connaît, et notamment les conditions globales financières et l'environnement du système, qu'il y ait un recul. En Mais tout cas, c'est pas un effritement. Pour l'instant... Et vous signez les permis, monsieur le maire? Oui. Pour l'instant, voilà. Oui, mais on est dans l'anticipation. Oui, bien sûr. Oui. Mais pour l'instant, oui. Pour l'instant, l'activité, voilà. Elle est là. On a, vous l'avez dit, un fort taux d'emploi. On a pratiquement 150 000 emplois sur la métropole d'Orléans. On a une... Mais oui, c'est les ratios. J'adore les chiffres, hein. Mais je ne vais pas vous bassiner avec 50 000 chiffres, mais j'essaye d'en prendre quelques-uns clés. Le ratio est tout à fait remarquable. Exceptionnel, absolument. On a une progression démographique. Dans cette dernière décennie, on prend à peu près entre 20 et 30 000 habitants. On arrive pratiquement à 300 000 habitants sur la métropole d'Orléans. Et 117 000 habitants sur la ville-centre. Sur la ville-centre. Absolument, absolument. Donc voilà, ces indicateurs, ils sont positifs, ils sont au vert. Maintenant, à nous de ne pas nous endormir et de les conserver, ces indicateurs. Ça, c'est l'ensemble des politiques qui sont menées. Je ne peux pas dire c'est un ingrédient qui fait la réussite plus qu'un autre, c'est l'ensemble. Je vous donne un exemple très concret, vous allez me dire, mais on est loin de nos sujets. Non, on est au cœur. La question de la sécurité, de la tranquillité. Ah, bien sûr, bien sûr. Je vois, je ne donnerai pas de nom, des villes qui étaient au top des villes de France, avec une image formidable il y a quelques années, et qui aujourd'hui sont très critiquées un peu partout. Parce que, dit-on, je ne critique pas, je ne suis pas là pour cela, mais la sécurité n'est pas garantie. Voilà, donc les gens sont très sensibles à cela. On a des ingrédients de qualité de vie au quotidien, de facilité de vie, de transport. Une ville, c'est une alchimie complexe avec tous ces ingrédients qui interviennent. Et une ville, une métropole sont au cœur de ces politiques-là, de toutes ces politiques-là, ou presque, pas toutes, mais presque toutes. Mais le fait, monsieur le maire, que vous soyez aux affaires depuis 2001 a créé une stabilité dans la collectivité locale, vous êtes d'accord, dans lequel vous avez vu mûrir les projets sur lesquels vous êtes engagé. D'ailleurs, les promesses que vous aviez faites quand vous avez gagné la mairie en 2001, vous les avez tenues. Je crois qu'on peut le dire. Oui. Non, mais, voilà. mais vous les avez tenues. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que vous avez été réélu 3 fois de suite. Il y a quand même un secret. Vous avez parlé de villes difficiles. Alors nous, on est journalistes, on est obligé de nommer ces villes, mais je prends la ville de Nantes, qui avait, et d'ailleurs vous y avez pensé certainement, qui avait une très très belle attractivité, qui effectivement aujourd'hui souffre de graves problèmes de sécurité. Comment vous échapperez à ça, vous? Comment vous échapperez au fait, finalement, d'être comme Nantes à une époque, victime de son succès? Parce que une grande question. Vous êtes à 150 km de Paris. Oui. Donc, inévitablement, vous êtes aussi un marché qu'on appelle, alors j'aime pas trop le terme, le marché de report ou autre. En tout cas, une chose est sûre, vous êtes à une encablure de Paris. Donc, il y en a même qui pensent qu'il y a beaucoup d'Orléanais qui bossent à Paris, vous le savez. Oui. Et donc, il y a des Parisiens qui viennent bosser à Orléans. Voilà. Donc, comment en fonction des 20 années qui viennent de s'écouler, de l'expérience que vous avez du territoire, parce que vous êtes vraiment l'incarnation, Serge Gouard, de l'élu local
typique, hein, c'est presque totémique. Comment vous allez y échapper? Comment vous allez gérer cette équation très subtile entre l'accueil d'une démographie positive, tant mieux pour vous, et d'un climat social, emploi qui est de très bonne qualité, et un habitat aujourd'hui qui est réellement un habitat en tension, et c'est le cas aujourd'hui sur Orléans. Il faut continuer de construire, c'est évident. Donc il ne faut pas que le marché se coince. Ça, c'est un grand enjeu. Pour cela, il faut y mettre des ingrédients, et Sébastien Marcand en appelait à une politique de l'État, et je confirme et j'abonde dans son sens. Attention, hein, attention à la suite, là. Et la suite n'est pas dans 10 ans, elle est bientôt. Donc il faut prendre conscience, il l'a parfaitement dit, je ne peux rien ajouter de plus. Donc ça, c'est un ingrédient fort. Il faut que l'on préserve notre identité. On n'a jamais été une ville de banlieue. On ne le sera jamais. En tout cas, tant que je suis maire. Voilà, parce que ça, c'est un axe fort. Et pour cela, on parie sur nos atouts et on est dans cette logique de développement harmonieux sur la durée. Sur des décennies. Alors qu'il y ait une stabilité municipale, je pense que cela aide. Ah oui, forcément. Je pense que cela aide. Il faudrait que l'on ait d'ailleurs, je fais une incidente, mais les mêmes stabilités quelque part, peut-être pas aussi longues, mais en tout cas quelques stabilités au plan national. Cela permettrait de conduire aussi des politiques nationales. Et puis, il y a des ingrédients qui nous échappent. Lesquels ? L'évolution, alors on a parlé de l'évolution démographique qui est positive, mais on ne décide pas de qui vient s'installer ou de qui ne vient pas. Aujourd'hui, nous sommes confrontés, je le dis, à une vague migratoire que nous ne pouvons plus intégrer. C'est le cas à Orléans. Je le dis clairement, c'est le cas sur toute la France, mais c'est le cas notamment à Orléans. Donc nous sommes sous tension. C'est un sujet que personne ne veut regarder. Moi, j'ai le contact, évidemment, en tant que maire, avec, j'allais dire, tout le monde, notamment avec les associations caritatives. Je sais bien ce qu'elles me disent. On est débordés. Après, nous avons, alors cela, c'est une politique d'État, ce n'est pas une politique municipale. Vous parlez bien d'une politique migratoire telle que... Bien sûr. On en parle avec, effectivement, les sujets à Calais, les sujets de contrôle migratoire, du fait qu'à un moment donné, entrer sur le territoire, on a une grosse difficulté pour amener ces populations à repartir. Et donc, vous, à Orléans, vous êtes en train de nous dire que vous voyez arriver dans votre ville... Oui. Et ça s'explique assez bien par rapport à l'aspiration métropolitaine de Paris. Hein. Je suis en train de vous le dire. Voilà. Et donc ça pourrait éventuellement, selon vous, soyons clairs, hein, dégrader le bien vivre, la qualité, voire la sécurité de la ville. Ah mais je le dis clairement. Ah oui, je suis désolé, hein, là, vous n'êtes pas venu pour rien. Ça a le mérite d'être clair parce que je vis la réalité au quotidien de tout le monde. Vous voyez, je fais pratiquement tous les soirs en ce moment des forums de quartier sur chacun des quartiers d'Orléans. Je sais ce qui se dit, j'entends, je vois les tensions en matière de logement, je vois la difficulté d'accueil de notre centre communal d'action sociale, je vois la difficulté d'un certain nombre d'associations caritatives et je vois que nous ne sommes plus en capacité. Alors je le dis, et je sais que je brise un tabou, mais je dis ce que tous les Français, ou 80% d'entre eux, ressentent. Et je dis ce que les politiques ne veulent pas dire, peut-être parce que certains vivent, et je ne fais pas de petite démagogie, dans les beaux quartiers parisiens, mais tous les maires connaissent ces problèmes-là. Serge Gouard, justement, il y a le congrès des maires la semaine prochaine, et ces sujets seront évoqués. Juste, j'ajoute, et je te laisse la parole, Olivier, vous avez raison de le dire. Et le premier signal de la vitalité d'une démocratie, c'est de pouvoir dire ce qu'on veut quand on veut, dans le respect de la démocratie, sans avoir peur systématiquement d'afficher son opinion. Donc je suis ravi, permettez-moi de vous le dire, que vous puissiez échanger. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous sur tout, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le débat et la démocratie et l'échange sont plus que jamais importants dans notre pays. Voilà, c'est dit. Je vous en remercie. Librement, bien sûr. Est-ce que je peux justement rebondir sur ce que vous dites en un mot, parce que c'est fondamental. Parce qu'il y a une sorte d'autocensure. Ah oui, absolument. Et il y en a marre. Et il y en a marre. Je suis élu effectivement depuis plus de 20 ans. J'ai eu 3 mandats de député aussi par ailleurs. J'étais président de commission à l'Assemblée, etc., etc. Donc, comme n'importe quel citoyen de France, je m'autorise à dire un certain nombre de choses. Et j'ai dit un certain nombre de choses quand ce n'était pas au goût du jour. En 2001, nous sommes notamment élus
sur le problème de l'insécurité. Orléans, depuis 2001, c'est moins 85% de délinquance. Dans cette strate de ville, c'est la seule. Parce qu'on a pris le problème à bras-le-corps. Sauf qu'à l'époque, je me fais vilipender, pour ne pas dire autre chose. Je suis même déféré au tribunal. Parce que je porte atteinte aux libertés fondamentales de la République. Moi, vieux gaulliste. Mais oui. Bon, Mais oui. quand je parle, il y a 20 ans maintenant, des questions d'environnement et des questions d'énergie. Vous parlez de vidéosurveillance. On rigole beaucoup vous parlez à de la l'époque. police municipale, tous ces sujets qui, effectivement, à l'époque, rappelez-vous, on avait fait le même procès à l'époque avec Patrick Balkany, qui avait été aussi stigmatisé. Force de constater, c'est que ça vous a donné raison dans la stabilité, etc. C'est un vrai sujet que vous avez évoqué. Alors, Mais encore une fois, on va revenir peut-être sur nos sujets. Mais mais ça peut être en fait le prolongement, et on le voit d'ailleurs avec Sylvain dans les nombreux déplacements que l'on fait dans les villes, c'est la difficulté de construire, de loger tout le monde, de construire à la fois abordable et durable. Construire, on voit en France, devient de plus en plus difficile, que ce soit aussi le fait d'obtenir des permis de construire, comme les mises en chantier d'opération. Alors, on l'évoquera plus précisément aussi avec Nexity, mais d'une façon générale, les freins à l'acte de construire sont-ils, pour vous, économiques, juridiques, environnementaux? Est-ce les citoyens qui sont de plus en plus aussi hostiles? Qu'est-ce que vous en pensez? Vaste question, je vais essayer d'être concis. Il y a une inquiétude chez nos concitoyens au regard de la construction. À chaque fois, on a soit pétition, on a problème. Pour quelque construction que ce soit. Le phénomène monte de plus en plus? Oui, à chaque fois, on me dit, et pourtant on en fait beaucoup, mais monsieur le maire, faites un jardin, on en a fait. Encore récemment, on vient d'ouvrir un parc de 2,5 hectares en quasi centre-ville. Donc on en fait des jardins et on en fait beaucoup. Mais à chaque fois, donc il y a cette inquiétude. Comment, j'allais dire, presque déminer? Par de la transparence, par de l'information, par de la consultation. On fait systématiquement sur chaque projet au moins une réunion des riverains, et systématique, et parfois plusieurs, parce qu'une ne suffit pas. Donc on dit, oui, mais alors on perd du temps. Oui, mais on en gagne beaucoup à l'arrivée. Ça réduit les recours potentiels. Ça réduit considérablement les recours. Anticiper en amont déjà. Complètement. Ensuite, les habitants, oui. Ensuite, il nous faut... Alors, vous avez parlé des questions juridiques. Oui. Le carcan réglementaire. Que l'État se réforme, vraiment, mais vraiment, que l'État se réforme. Comme disait Pompidou, je me réfugie derrière Pompidou, qu'il arrête d'emmerder tout le monde, quoi. Mais vraiment, c'est un projet politique fort, ce que je dis là. Rien que cela, vous savez, ça mettrait une bouffée d'oxygène dans ce pays. Qu'on laisse l'initiative à ceux qui ont envie, et qui ont envie de faire. Ça, c'est une deuxième chose. Et je pourrais vous en donner 50 000 exemples, tous les jours, dans toutes les instructions de tous les dossiers. Il y a des choses que je pourrais vous dire où vous hallucineriez. Bon, et vous ne me croiriez pas, et pourtant ce mais si, on vous croit, croyez-moi. Voilà, donc ça c'est une deuxième chose. Les injonctions normatives et l'inflation normative avec des injonctions contraires, c'est une équation qui vous oblige à faire de la haute voltige. Mais donnez un exemple emblématique, justement. Qu'est-ce qui vous a justement choqué ou heurté dans le domaine ces derniers temps? Dans tous les domaines. Là, j'ai un sujet qui me vient, qui est sur la réutilisation de l'eau. Le président de la République fait un très bon discours. Il était, je crois, du côté de la Savoie, oui, où il vient lancer tout un programme sur l'eau, et je me permets de dire qu'il a raison parce que c'est une urgence. Nous, on avait déjà anticipé cela. Et je me suis battu pendant des mois pour que de la réutilisation de l'eau par une de nos stations d'épuration, qui ramène une partie de ces eaux vers notre parc floral, au demeurant magnifique, puisse être autorisée par les services de l'État. On a été obligé de faire un nombre d'analyses biologiques, chimiques, etc., mais que vous n'imaginez pas. Ensuite, cela a pris des mois et des mois et des mois. Tout était prêt. On a investi 1,6 million d'euros. Ce n'est pas un tout petit investissement pour cela. Et je n'ai eu l'autorisation, et que partielle, cet été dernier, alors que nous étions à nouveau dans des périodes de sécheresse, et on l'a vécu notamment en septembre. Voilà, on pourrait aller beaucoup plus vite. Et on travaille d'ailleurs très bien, aussi, je le dis, pour rééquilibrer avec les autorités de l'État déconcentrées.
Heureusement qu'elles sont là. Heureusement qu'il y a des préfectures dans ce pays qui essayent d'arranger les choses. Alors, j'aime beaucoup votre façon d'aborder les choses, parce que ça nous fait du bien, quand même. Comme quoi, finalement, on a vraiment besoin des élus locaux dans ce pays. C'est que vous abordez finalement la tentation jacobine de l'État, qui n'a cessé finalement d'élargir sa position depuis maintenant plus de 30 ans, quand dans les années 80, on était dans une volonté décentralisatrice que vous avez connue également. On espérait tous qu'à l'aube du XXIe siècle, nous n'en serions pas là, mais malheureusement, on voit un retour justement sur cette centralisation. Ici, au MOB, dans ce fabuleux musée, il y avait un forum qui s'appelle c'était le forum dédié à l'économie sociale et solidaire, oui, dans lequel vous avez abordé un sujet. Et pour ceux qui sont dans le public, on a beaucoup de professionnels de l'immobilier, de l'aménagement, des promoteurs de premier plan, la question des mobilités. Mobilité durable, mobilité douce, la présence du vélo. Bien que quand on a une famille et 3 gosses, aller faire les courses avec un vélo cargo, c'est quand même pas évident. Donc, vous savez qu'en 2038, fini les moteurs thermiques, vive l'électrique et les déchets des batteries, bien évidemment. Ouais. Quelle est votre politique à Orléans sur la mobilité ? On sait aussi que la mobilité, ça devient quand même vraiment une très grosse galère dans les grandes métropoles. On le voit, la voiture, ce matin, quand on est sorti de Paris, c'était l'enfer. On voit bien qu'effectivement, il faut réduire l'impact de la voiture, mais en même temps, je me demande comment, dans une ville comme Orléans, avec sa banlieue, on peut faire sans véhicule. Est-ce que c'est possible ? Voilà, quelle est votre position ? Mais sans tabou, voilà, directement. Nous avons notre ami Jean-Luc Boudin qui a été très direct aussi sur cette question. Oui, c'est vrai qu'à Paris, on aime beaucoup faire du vélo, ça c'est sûr. Mais dès qu'on est en province, c'est un peu compliqué. La ville du quart d'heure, elle est valable peut-être à Paris, mais en tout cas, on serait plutôt dans une région à 20 minutes ici, plutôt que de la ville du quart d'heure. Votre position, voilà, vous avez compris, j'étais plutôt très territoire. Toujours la recherche de l'harmonie et de l'équilibre entre les différents modes de déplacement et pas d'incriminer l'un par rapport aux autres, etc. Ensuite, on a mis le paquet depuis maintenant, là aussi, 25 ans, 30 ans, et c'est le tarif sur les transports en commun. Donc, nos 2 lignes de tramway. C'était très bien desservi. C'est bien desservi. Oui, je pense que l'on a l'un des meilleurs réseaux de France. Intramuros, première couronne. Et l'ensemble de la métropole avec... On a donc un réseau bus qu'on est en train de complètement moderniser. On refait tout, pour faire simple. Avec des bus beaucoup moins polluants, des bus hybrides, des bus électriques. Bref, on est en train de changer toute la flotte de bus et on va le réaliser en 3-4 ans, ce qui est une performance. Ensuite, l'un des problèmes de la mobilité, c'est qu'évidemment, les gens ne se déplacent pas seulement dans la métropole. Ils viennent de l'extérieur. Et là, on a tout un travail qui est en train de se faire en partenariat avec les autres intercommunalités, pour justement avoir des liaisons entre nos territoires. Et c'est important, et c'est un des moyens de décongestionner notamment les entrées sur la métropole et ce qu'on appelle ici notre tangentiel, qui est un peu notre boulevard périphérique. Merci beaucoup pour cette première intervention. Je vous propose de rester avec nous, Monsieur le maire. Je voudrais que nous enchaînions, Olivier, avec les notaires pour notre première séquence. On va parler bien au sens propre comme au sens figuré avec le Conseil supérieur du notariat. C'est dans quelques instants. Les clés de la ville, parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat. Rebonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes toujours, si vous prenez le programme en cours, ici à Orléans. Je vais vous demander une chose, les amis. Venez à Orléans, venez très nombreux. Si vous êtes 1 million ou 2, on trouvera à vous loger, il n'y a pas de souci. On a un maire... Allez, on relève le défi. on a un maire dynamique. Merci Serge Grouard. Merci. Vraiment, un immense merci de nous recevoir ici au Mobé, qui est un musée magnifique, et dans cette ville magnifique. Vraiment, venez la découvrir. C'est vraiment très agréable. Moi, en ce qui me concerne, c'est la première fois. Et vraiment, c'est une très, très belle découverte. Nous accueillons pour cette séquence Parlons bien Maître Buté, bonjour. Vous êtes notaire. Bonjour, oui, notaire à Orléans. Vous êtes notaire à Orléans et vous êtes l'homme avisé, justement, auquel on va vous poser un certain nombre de questions sur notamment les prix de l'immobilier, mais pas que. Et c'est notre ami Olivier Marin qui s'y prête. Oui, et on est toujours très heureux chaque mois de recevoir un notaire, un représentant du Conseil supérieur du notariat, donc maître Alain Buté, notaire à Orléans. On va faire avec vous un tour d'horizon de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, mais également délivrer des conseils pratiques. Alors, quelques chiffres clés pour démarrer. 2670
comme 2670 €. C'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien à Orléans, avec une légère augmentation de prix, on le verra sur un an, mais évidemment des disparités selon les quartiers. 254 000, c'est le prix médian d'une maison ancienne à Orléans, en euros évidemment. 8,5%, c'est la part des franciliens qui sont acquéreurs d'une maison à Orléans. C'est en légère hausse sur un an. Et puis, j'ai regardé sur Figaro Immobilier pour voir un peu, c'est le phénomène que l'on retrouve un peu partout. Le nombre d'annonces de biens à la vente et de location. 803. C'est le nombre d'annonces immobilières répertoriées sur Figaro Immobilier pour acheter un bien à Orléans, maison ou appartement. 803. Nombre d'annonces en location, 77. Waouh! Et c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans de nombreuses villes, et c'est pas lié spécialement à Figaro Immobilier. J'ai regardé aussi chez les sites concurrents, les Se Loger, les meilleurs agents. En fait, ce phénomène, et on l'évoquera sans doute aussi, de baisse d'offres locatives qui peut être, et qui est d'ailleurs un problème. Alors, là aussi, dans plusieurs villes de France, avec Sylvain, on voit au fil des étapes et au fil du temps qu'il y a un attentisme, à la fois du côté des vendeurs, du côté des acquéreurs. Comment se porte, Maître Butet, le marché immobilier à Orléans ? Alors, le marché immobilier d'Orléans, vous l'avez évoqué, donc un prix moyen de 2670 € du mètre carré. Incroyable, hein. C'est vraiment pas. Nous, on est parisiens, donc forcément, on se dit. Bien sûr, c'est des chiffres qui vous choquent. Non, sous la barre des 3 000 € du mètre carré, c'est vrai que. Alors, c'est pas vrai pour tous les quartiers. Il y a Oui. des quartiers, Sébastien Marcand l'évoquait dans son propos tout à l'heure, il y a des quartiers qui sont beaucoup plus prisés, Ça peut monter, où les prix dépassent 3 000 et s'approchent largement des 3 500 € du mètre carré. Le quartier du Noix qui était évoqué notamment. Mais à 3 500, on est au top ou... Bon, à la marge, il peut y avoir au-dessus de 3 500, mais le prix moyen dans ces quartiers reste autour de 3 200, 3 500 € du mètre carré. On est sur un marché qui se porte globalement bien. Les raisons, c'est qu'effectivement, Monsieur le maire l'a évoqué tout à l'heure et ça a été évoqué dans les différents propos, on est proche de Paris, on a un bassin d'emploi qui est riche, donc une ville très attractive, très agréable à vivre, grâce notamment à tout ce qui a été réalisé depuis notamment votre arrivée à la mairie d'Orléans, Monsieur le maire, depuis ces 20 dernières années, l'arrivée du tram qui a désengorgé ces quartiers, qui a permis un accès plus facile au centre-ville. Un marché qui, quand même, est en termes de volume... Oui, volume de transactions en baisse. Volume de transactions est en baisse entre 9 et 13% cette dernière année, selon la nature des biens, expliqué par plusieurs raisons. Alors, notamment. pour quelles raisons, justement ? Qu'est-ce que vous observez ? Les raisons, aujourd'hui, c'est d'abord qu'on a eu une forte hausse de ce volume avant, 38% d'augmentation des prix suite à la crise sanitaire, donc un marché qui s'est fortement développé, qui a beaucoup attiré, donc forcément cette dernière année est un petit peu en baisse, mais on est quand même très au-dessus des chiffres de 2019. Les prix sur cette dernière année, comme quoi le marché n'est pas complètement sclérosé, ont encore augmenté sur cette dernière année de 6,5% sur le centre-ville d'Orléans, donc on est toujours sur des chiffres importants. L'autre raison, elle n'appartient pas à la ville, elle ne nous appartient pas à nous, elle appartient au réseau bancaire qui a modifié ses conditions d'accès à l'emprunt. Et aujourd'hui, on a des limites qui sont de plus en plus importantes, notamment en termes de taux d'endettement, qui est la pratique des banques, et une notion dont il est plus tenu compte aujourd'hui, c'est la notion de reste à vivre, puisque les banques ne font plus appel à cette notion-là, qui, pour autant, pour les revenus les plus importants, en tout cas, permettait d'avoir une réserve de crédit potentiel qui n'est plus accessible aujourd'hui, puisqu'on dépasse ce taux d'endettement qui est maintenant imposé par la Banque centrale européenne. Ça, par exemple, ça a freiné les porteurs de projets, notamment les primo-accédants, par exemple ? Ça a freiné les primo-accédants, mais je dirais que ce n'est pas les plus impactés sur un marché comme le nôtre. C'est plutôt les investisseurs. Et on parlait d'un marché immobilier à la location tendue, parce qu'effectivement, les investisseurs qui sont déjà propriétaires de leur résidence principale ont des investissements autres à travers leur voiture, une résidence secondaire peut-être, ont
un accès difficile à l'emprunt à cause de cette limite. Alors, l'investissement, ça, c'est un vrai sujet. On est quasiment à 10% de volume d'annonces en location par rapport au volume de vente. 800 annonces, quasiment tout portail confondu, et 77 ou 80 annonces à la location. C'est une grosse galère, hein, puisque du coup, on ne se loge pas. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne se logent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver. Ils sont même désespérés, notamment les étudiants qui vont à l'école. Vous voulez intervenir, Et on va vous donner la parole dans quelques instants. Il est à combien le mètre carré en moyenne à la location ? Il est entre 10 et 13 euros du mètre carré. 10 et 13 euros du mètre carré. Et là, on est plutôt sur des prix hauts. Pour l'ancien cœur de ville. Cœur de ville. Avec une notion particulière qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent, c'est qu'un décret ministériel du 25 août dernier a classé Orléans en zone tendue. Oui, ça fait partie des 220 villes qui ont été remises. Alors justement, la question... Alors, pas d'encadrement de loyer pour l'instant sur la ville d'Orléans, mais néanmoins... on vous posera la question, monsieur le maire, justement. Alors, les investisseurs, qui sont importants, puisque pour rappeler, mais je pense que vous le savez aussi, monsieur le maire, que les 2/3, quasiment, des locataires dans le parc locatif privé seraient éligibles au logement social. Donc il y a une fonction très sociale, voire sociétale, du parc locatif privé. Donc on a besoin des bailleurs. Ça, c'est dit pour l'État qui ne cesse de les matraquer fiscalement. On est d'accord. Question. Oui, c'est un matraquage. Voilà, je veux dire, merci, monsieur Macron, de matraquer les petits propriétaires. À un moment donné, ça suffit, pour vraiment le dire. Question, quel est le taux de rentabilité moyen, mais vraiment moyen que vous observez ? Parce que nous, on a vu vos chiffres, vous vous défendez plutôt bien, malgré les injonctions normatives. On est entre 4,5 et 5% brut. Brut, ah oui. Ça a baissé, Oui, c'est pas non plus une rentabilité extraordinaire. Il y a pire aussi dans d'autres villes. Il y a pire dans d'autres villes, mais si vous entendez la position de notre gouvernement aujourd'hui, il y a quand même mieux quand vous investissez autrement que dans l'immobilier. Ce qui fait que l'investisseur, quelle priorité il va avoir ? Vous parlez du report sur Airbnb ou sur... ou hors dehors de l'immobilier. Non, mais sur des valeurs mobilières. Voilà, c'est Emmanuel Macron qui a instauré la flat tax, notamment, par exemple, et donc qui a transféré de l'épargne et de l'investissement ailleurs que sur l'immobilier qu'on avait bien besoin. Monsieur le maire, peut-être une réaction ? Sur le logement étudiant, notamment. C'est désespérant. Orléans est une ville qui augmente considérablement son nombre d'étudiants. Pour donner un chiffre, 2017, 17 000 étudiants, 2027, projeté 27 000 étudiants. Vous voyez, donc on accueille des grandes écoles, l'université d'Orléans se développe, on a une nouvelle fac de médecine qui vient de voir le jour, etc., etc. Et donc on a un enjeu majeur, c'est de pouvoir accueillir le mieux possible tous ces étudiants qui vont venir d'un peu partout. Et donc, on relance la construction aussi de logements étudiants en ce moment même. C'est déjà commencé, mais on veut l'amplifier parce qu'il va nous manquer, sinon on ne faisait rien, il va nous manquer du... Une dernière question. Y aura-t-il un encadrement des loyers à Orléans ? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ? Et vous ne voulez pas en entendre parler ? Je vous dis, pour ma part, je suis fatigué de cette logique normative. D'accord. Voilà. Donc la réponse est non. Clairement. Et j'ajoute, pour ce qui concerne Orléans-Ville, dans le domaine, puisque vous l'avez évoqué, du logement social, nous sommes à 27%. C'est bien. Vous êtes au-delà de la norme. Mais on est très largement au-delà. Voilà. C'est QFD. Voilà. C'est la réponse du berger à la bergère. J'aime beaucoup l'idée. Dernière question. On va demander justement à Maître Butet, en cette période, justement, on a besoin de visibilité, on a besoin de confiance. Bon, l'immobilier, évidemment, c'est un placement à la fois patrimonial. C'est important. En quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on veut vendre ou acheter un bien immobilier ? Quels sont vos bons conseils dans le domaine, maître ? D'abord, pour acheter, je dirais qu'il faut prendre son temps, prendre connaissance du quartier, voir comment il vit quand on achète, notamment pour sa résidence principale, prendre connaissance, bien évidemment, du prix moyen à mètre carré pratiqué. Aujourd'hui, il n'y a pas tant d'offres que ça sur Orléans, même si vous en avez comptabilisé un certain nombre sur le site du Figaro, il n'y en a pas quand même autant, ce qui fait qu'on reste sur un marché qui semble difficile à l'accession à la propriété. Les bons conseils, c'est d'abord celui-ci, c'est de prendre en compte tout l'aspect énergétique et rénovation énergétique, puisque aujourd'hui, on sait notamment
que ça va être plus difficile de vendre quand on est mal classé, mais que ça va être aussi difficile d'acheter parce que les banques ont aussi cette nouvelle notion de prendre en compte le coût de la rénovation énergétique future de votre logement. Elles vont comptabiliser ces instructions qui leur sont données. Aujourd'hui, vous avez un projet qui vous coûte tant à l'instant T, mais que sans doute dans les 2-3 prochaines années, il va falloir entamer une rénovation énergétique. Et elle va l'impacter. Est-ce que ça crée des opportunités, Alain Butté, du style, aujourd'hui, on voit un comportement d'investisseurs qui chassent les passoires thermiques pour justement faire une opération. On n'est pas loin de l'opération marchand quand même. Hein. Tout à fait, parce que quand on... Alors, pas marchand, parce que ces investisseurs-là, ils vont vouloir pratiquer du déficit foncier, qui reste encore une niche quand le Pinel va disparaître. Je parle à nos amis de Nexity. Il reste encore du déficit foncier. Vous avez raison de le rappeler. Foncier, et c'est à peu près la seule niche qui restera encore. Donc effectivement, les investisseurs aujourd'hui vont chercher les passoires thermiques pour pouvoir les rénover, créer du déficit qu'ils vont pouvoir imputer à la fois sur leurs revenus fonciers et pour certains sur leurs revenus globaux. Ça reste une solution qui, effectivement, va intéresser des investisseurs, des gens qui veulent encore gagner un peu d'impôts et malgré tout créer du locatif. Merci beaucoup, Maître Alain Butté, notaire ici à Orléans. Applaudissements pour Maître Butté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous allons enchaîner dans quelques instants. On va parler d'immobilier neuf, un vrai sujet. Et d'ailleurs, je suis très heureux que vous restiez là avec nous, Serge Grouard, puisque vous êtes un maire bâtisseur. Et ben, on va parler justement avec une personne qui représente le premier groupe qui bâtit dans ce pays. Il est directeur régional du Centre Val de Loire. On va accueillir Amaury Vallée dans quelques instants, tout de suite après le jingle. Les clés de la ville, la vie ensemble avec Nexity. Rebonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes toujours à Orléans. Si vous prenez le programme en cours, on découvre cette ville et nous sommes toujours extrêmement bien accueillis par l'hôte de ces lieux. Il est le maire d'Orléans, c'est Serge Grouard. Merci Serge Grouard. Merci à vous. Voilà, c'est un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. Les élus locaux, c'est notre truc, hein, Olivier. On aime beaucoup les maires de France. Heureusement qu'ils sont là. On accueille sur le plateau Amaury Vallée. Bonjour. Comment ça va, Amaury ? Bonjour, Amaury. Très bien, Sylvain. Voilà, on se connaît bien avec Amaury. On partage plein de choses ensemble, notamment une passion pour le bâtiment, pour la construction et l'acte noble, j'insiste, un peu lourdement, mais j'insiste, noble de construire. On construit encore un peu ici et on a la chance, Amaury, quand même, c'est pas toujours le cas. On a eu quelques émissions ensemble. On a la chance quand même d'avoir un élu local qui dit que, voilà, sans ambiguïté, hein, moi je construis, je bâtis. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Olivier. Bonjour. Bah écoutez, déjà, avant toute chose, je vais présenter rapidement Nexity. Nexity, j'ai entendu tout à l'heure le maire parler de être et durer. Alors nous, on a la chance, ça fait 30 ans qu'on est là. Hein, c'est une des plus vieilles entités de Nexity en France. Et donc, on a construit pour la promotion 4 à 5 000 logements dans la métropole. Quand même. Voilà, c'est pas rien. Voilà. Et Nexity, ce n'est pas que ça, c'est aussi l'aménagement avec Foncier Conseil, la gérance avec nos agences immobilières. Donc je représente ici tout Nexity, mais là, en l'occurrence, bien sûr, on va parler du neuf et aussi de la régénération urbaine, chose qu'on pousse énormément, la réhabilitation et qu'on est en train de pousser cher à vous, monsieur le maire, pour l'acte de construire demain et aujourd'hui. Alors en ce qui concerne, est-ce qu'on peut construire ? Bien sûr, puisque on construit à Orléans et notamment depuis quelques années, on sent qu'il y a une accélération de la demande déjà et qui a été, je dirais, il y a une réponse de la collectivité là-dessus. Et ça marche bien les relations avec la collectivité, Amaury. Mais comme partout. Oui. Non, mais ça marche bien, oui. Parfois, ça bloque. Il y a un dialogue. Bon, il faut savoir qu'historiquement, on a fait avec Monsieur Grouard, avec Monsieur le maire, une grosse opération qui s'appelle au Clos Sainte-Croix, qui est 550 logements, qui est plutôt une réussite. Avec une mixité aussi de population, notamment avec une résidence senior Égide Domitis, qui marche très bien. On a plusieurs grosses ZAC qu'on a fait, donc Saranéa à Saran au nord de l'agglomération, et bien sûr, ce dont j'allais parler, les berges d'Oulip, un site UNESCO on a travaillé 10 ans. Alors le temps long, hein, on connaît aussi, monsieur le maire. Mais 10 ans entre le moment, enfin l'idée qui a été lancée. Oui. 10 ans. Oui, c'est ça, 10 ans entre les droits à construire. La collectivité, ici, nous accompagnait, certes, mais
vous aviez l'UNESCO, vous aviez beaucoup de sujets à faire. Il y a un sujet de dépollution extrêmement lourd, puisque c'est une ancienne friche Renault. Oui. Et donc, avec énormément de sujets de normes, etc. à faire. Donc, voilà, c'est une opération de 380 logements qui se fait par tranche. Avec une superposition d'usage aussi, puisqu'on aura aussi du logement, bien sûr, du logement mixte. Il y aura 20% de logements sociaux sur les 380 logements. On peut pas faire sans, Maury. Comment Le logement social, c'est une obligation. Oui, c'est une obligation, absolument. C'est une réserve obligation minimum. Et c'est une volonté de la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle, en l'occurrence, puisque c'est sur la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Et aussi un restaurant. Et certainement, on va travailler aussi. On avait un côté tertiaire qu'on va retravailler. On a travaillé justement sur une autre métropole régionale à Tours, pour pas le citer. On a fait nos bureaux, nous par exemple, en superposition, c'est-à-dire que on a fait 3 niveaux de bureaux, 4 niveaux, 5 niveaux de résidence étudiante, et enfin 3 niveaux de bureaux, donc comme un sandwich. Ah, sympa, hein. Voilà. Ouais. Et donc, on peut faire de la superposition d'usage. Je pense que c'est une des réponses qu'on doit avoir à Orléans. Comme le permis d'innover aussi, de pouvoir transformer les destinations au fil du temps. Ouais. Justement, à ce moment-là, le document d'urbanisme vous avez mis en secteur plan masse. Ce qui permet d'avoir une latitude pour les élus de ne pas se faire enfermer dans un document définitif. Juste rappeler pour ceux qui nous écoutent, le secteur plan masse. Un secteur plan masse laisse, je dirais, dans des grandes orientations, mais permet, je dirais, à l'élu et aux élus de pouvoir définir ensemble avec le projet. En fait, on agrémente le règlement avec le projet, avec la vie du projet. Et je trouve que c'est une attitude qui est intelligente parce qu'on ne peut pas faire autre chose que le dialogue. C'est ça qui nous intéresse. Et d'autre part, je pense que on parlait aussi de destination. Et voilà, Monsieur le maire, vous avez toujours la possibilité de, je dirais, maîtriser avec le neuf la population, que notamment les étudiants. Quand on cible les étudiants, on fait une opération et on sait que ça sera une résidence étudiante ou une opération de co-living. Ce qu'on est en train de pousser, ça sert encore à un autre produit où on mélange les populations. Une réaction, monsieur le maire. Je voulais juste vous rappeler un chiffre. Septembre 2023, on en a beaucoup parlé avec Olivier. Il y a 12%, mesdames et messieurs, vous nous écoutez, des étudiants qui ont renoncé à leur projet de vie, d'enseignement, faute de logement. Et Orléans, d'ailleurs, a été classé il y a quelque temps numéro 1 des villes de France sur cet item-là. Mais ça, c'est pas pour faire de l'autosatisfaction, mais simplement, oui, effectivement, je vois la situation très dégradée des étudiants. On a ouvert, je vous donne une autre image, on a ouvert une sorte d'épicerie sociale pour les étudiants. On est dans quel pays, là ? Ah oui. Oui, c'est sidérant. On a un certain nombre d'étudiants qui travaillent en même temps qu'ils font leurs études, etc., etc. Donc on sait bien, effectivement, et ce que vous dites, là, ce qui est dit par Nexity est très intéressant, effectivement, d'avoir, au fond, de la souplesse pour permettre de s'adapter. Et aujourd'hui, quand on donnait le délai, alors c'est une grosse opération, c'était une opération sous contrainte, 10 ans. Mais on a des AC de 20 ans et plus. Vous le savez bien, vous connaissez par cœur tous ces sujets. Donc, lorsque l'on est sur une ZAC, une ZAC importante, quand on est dans une maîtrise du temps, où l'on ne va pas complètement transformer un quartier par une opération très lourde qui arrive vite, où on l'échelonne dans le temps, très bien. Mais quand on est dans la gestion systématique de la contrainte, là, non. Et nous faisons, pour ce qui nous concerne du point de vue réglementaire, je le crois, je l'espère, tous les efforts, notamment pour délivrer dans des délais à peu près convenables les permis de construire. Il y a beaucoup de recours ? Pas trop. Non. Grâce aux concertations, tant mieux. La mise en œuvre. C'est un élément, je pense aussi, on va le dire, c'est pas non plus pour faire encore une fois de l'autosatisfaction, mais la qualité des projets. Bien sûr. On démine par la qualité des projets. Quand les gens voient, quand on fait nos réunions de concertation, qu'on voit des projets qui sont des beaux projets. Et qui sont dans l'intérêt de tous. Voilà. Mais on va un peu marginaliser les récalcitrants, si vous voulez. Je devrais peut-être pas le dire comme ça, mais c'est comme ça concrètement que ça se passe. Cornérisé. Un peu cornérisé. Ouais. On aura toujours des récalcitrants.
même sur des opérations. Enfin, moi, j'ai eu parfois des remarques qui m'ont presque déstabilisé en disant « Non, mais monsieur le maire, c'est très bien, mais on n'en veut pas. » Et moi, je me souviens d'une discussion avec 2 personnes. Je leur ai dit « Mais vous êtes arrivé il y a combien de temps sur Orléans ?» Je ne sais plus, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Et quand vous êtes arrivé, vous cherchiez à vous loger. Bah oui, bien sûr, vous avez trouvé. Oui, bon, bah c'est QFD. Voilà. Mais vous ne voulez pas que d'autres viennent. Bien sûr. Alors ça, c'est quand même marginal. Hein. Faut pas non plus en faire un totem. Hein. Oui, mais marginal, mais il y a une tendance, on le disait tout à l'heure. Tous vos collègues subissent effectivement un vrai problème, et d'ailleurs Amaury, tu le sais bien aussi, de non-acceptation, de non-acceptabilité, c'est un vrai sujet. Et moi, ce qui me frappe, et franchement, c'est une forme de servilité absolument débile, c'est que les mêmes qui vont s'opposer aux grues, le lundi matin, sont à la mairie pour demander une place à la crèche. Ça peut arriver. Ouais, mais Sylvain, si je peux me permettre. En fait, il y a quand même un travail, et monsieur le maire l'a dit, on gagne du temps quand même à aller dialoguer. Il faut une pédagogie. Bien sûr. Il faut être poli aussi, avec un environnement qui est existant. On n'a pas le choix. Pas de passage en force, oui. Mais non, parce que de toute façon, après, on a des contraintes. Je dirais, vous avez parlé, est-ce qu'on peut construire ? Il n'y a pas que le maire. On est dans une ville ligérienne. Il y a la Loire. Et la Loire, le Val, on ne peut pas construire ici. Voilà. Il y a de l'archéo. C'est comme ça. Donc, en fait, on s'adapte. On s'adapte et on est là. On a un problème aujourd'hui, c'est le ZAN en plus, qui nous contraint, etc., dans une poche d'urbanisation qui doit être... ZAN, zéro artificialisation nette, pour ceux qui nous écoutent. L'étalement urbain. Ouais. On lutte contre l'étalement urbain. Voilà. Donc, il y a tout ça qui fait que c'est pas évident de construire. Ce qui vient se rajouter ici, c'est le marché, mais je crois qu'on va en parler après. Oui. Ce qu'il y a, c'est que on accompagne les villes à se développer urbanistiquement, etc. Mais quand le marché est grippé, là, il va y avoir un sujet. Et là, il va falloir se reposer les questions. C'est clair. Il va falloir rediscuter avec les collectivités. C'est clair. Mais un assouplissement, par exemple, des règles. Alors justement, vous parlez des prix. On sait que la primo-accession, d'ailleurs, Nexity a été champion de la primo-accession, puisque Nexity, c'est le logement pour tous, avant tout. La vie ensemble, c'est le logement pour tous. Une idée qui a été défendue par votre président fondateur, Alain Dinin, qui est un personnage très engagé pour le logement des Français, on le sait. Question, combien ça coûte ? Et surtout, est-ce qu'on arrive encore à trouver, avec les porteurs de projets, du logement neuf ? Ou est-ce qu'à l'instar des autres régions de France, que je vous le dis, on a des régions à moins de 40% quand même. Hein. Aujourd'hui, c'est un traumatisme et c'est un tsunami dans la promotion immobilière à Amaury-Vallée. Combien ça coûte ? Alors, je vais répondre après, Sylvain, combien ça coûte. D'abord, je vais revenir sur le parcours résidentiel. Le parcours résidentiel, là, il est grippé. Mais il était déjà grippé avant la crise. Et pourquoi il est grippé ? Il est grippé tout simplement parce que les prix étaient trop hauts. Et ça, il faut aussi se le dire. Les prix sont trop hauts. Pourquoi ils sont Ça coûte trop cher de construire ? Parce qu'il y a un foncier qui a eu de la spéculation foncière. Il y a aussi eu des concours où, je le dis pas forcément ici, j'ai d'autres villes où ils trouvent que le logement est trop cher, des politiques, mais par contre, quand c'est leur terrain, ils vendent très cher. Donc voilà, il y a aussi un double langage et une injonction contradictoire par moment. Il y a parfois aussi, mais c'est très rare, ce n'est qu'une vue théorique que je dis, vous comprenez bien. Il y a parfois aussi des acteurs du domaine qui poussent à l'inflation des prix sur le foncier privé. Complètement. Je suis complètement d'accord. Donc ça, le problème, c'est que il y a eu à un moment donné de la spéculation. En plus, évidemment, vous avez eu la crise des matériaux. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un point... ça, plus les taux de crédit, voilà. c'est triple peine. Pour répondre, on est autour de 4 200 euros. C'est une métropole qui est tout à fait accessible. Dans le neuf, oui. Dans le neuf, excusez-moi. 4 200 euros. Alors, ça dépend des typologies, etc. Mais je fais une moyenne. C'est la moyenne de la région. Hein, je fais une moyenne du territoire. Ce qui est tout à fait acceptable. En zone B1, alors zone B1, c'est pour les zones de tension immobilière, etc., qui permettent, par exemple, de la défiscalisation Pinel, qui n'est pas encore arrêtée, mais qui va s'arrêter fin 2024. Et ça, aujourd'hui, ça reste, je veux dire, par rapport à une ville aussi dynamique, parce que Orléans, c'est quand même un taux de chômage bas, c'est quand même un salaire médian à 2470 euros, je crois, qui est un des plus hauts de France. Il y a au niveau loyer, c'est plutôt rentable. Genre, il y a tout pour attirer les investisseurs et voilà. Mais malgré tout, ça va être le volume de projets qu'il va falloir
qu'il va falloir amener, je pense, parce que depuis des années, je pense que, voilà, vous l'avez dit, monsieur le maire, 1700. 600, 700 logements privés, parce que 1700, hors logement social. Ouais, hors logement, Hors logement social. Okay. Alors justement, est-ce que ce chiffre-là s'est dégradé ou pas? Est-ce qu'en ce moment, chez Nexity, justement, vous souffrez de cette crise au niveau de la région? Alors, on souffre de la crise, bien sûr, en vente au détail. Donc, on switch les projets. Donc, en vente en bloc. Voilà, vente en bloc, comme beaucoup de promoteurs. Alors, nous, ça fait des années qu'on fait une part de vente en bloc. Ce qui est intéressant, c'est la diversité de produits. La réponse, ça sera dans la diversité de produits. Pas uniquement dans l'investisseur, pas la vente en bloc, c'est la diversité. Et là, on a le LLI, l'intermédiaire, qui permet de s'adresser, comme son nom l'indique, à une population intermédiaire et qu'on pousse aussi grâce à des acteurs comme CDC Habitat, Action Logement, pour pas les nommer, ou l'Office public d'Orléans Métropole. En fait, vous construisez pour eux. Voilà, on construit pour eux en VFA, absolument, dans un projet global. Soit ils nous achètent un pourcentage, ça peut être jusqu'à 100%. Ça dépend. Et ça atténue l'impact effectivement économique. Ça vous permet de tenir en termes de stock, de pouvoir mener des projets et de ne pas être forcément à l'arrêt sur la vente au détail, voilà, comme vous disiez très justement. Ça nous permet de finir les projets. Ouais. Oui, je voudrais qu'on parle justement de ce fabuleux projet sur les berges de la Loire, magnifique, parce que ça illustre complètement la mission du promoteur. Absolument, absolument. En fait, on est sur une friche industrielle. C'est un bel exemple. Renault qui est vraiment, je dirais, emblématique des Orléanais. Moi, je suis passé devant, parce que je suis Orléanais d'origine, quasiment tous les matins en allant au collège. Et donc, c'est ce que voyaient les Orléanais, mais les Orléanais ne voyaient pas la Loire. Donc nous, elle ne le voit pas encore parce qu'il y a des rambardes, mais on a travaillé sur des percées. Donc on a voulu aussi rendre aux Orléanais qui sont au feu la Loire et d'être pas le temps de voir. Il n'y a que les Orléanais qui peuvent comprendre ça, je dirais, et travailler sur déjà de l'architecture un petit peu différenciée. On a pris 3 cabinets d'architectes et on a voulu aussi une multiplicité de produits. Là, on est à la pointe, je dirais. Le trottoir, c'est Orléans. Et le trottoir intérieur, c'est Saint-Jean-de-la-Ruelle. Donc, on est vraiment, je dirais, à la triangulation de l'entrée d'Orléans. On a le tramway qui est à pied, je pense, 4-5 minutes. La tangentielle qui est à 1 minute. L'autoroute qui est à 3 minutes. Voilà. Et on est surtout sur cette berge. Donc, imaginez que vous avez des logements, mais qu'il n'y a pas de voiture. C'est-à-dire que sur les appartements et les logements les plus... C'est-à-dire qu'on est sur le chemin de halage. Donc, chemin de halage, c'est la Loire, et vous profitez de la Loire, c'est exceptionnel. C'est un site exceptionnel. Ouais, c'est superbe. Et surtout, vous êtes sur le pont Calatrava, moi, que j'adore, qui est un architecte catalan. Voilà. Combien de... 380 logements. OK. Donc là, on est... Tout est vendu, ça y est? Non, on est en partie. On est sur une dynamique, on doit être sur 150 logements en construction, et on lance projet par projet. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements pour Amaury Vallée. Vous restez avec nous, Amaury. Merci beaucoup pour cette séquence sur le neuf. On va terminer sur une troisième séquence extrêmement importante. C'est la dent creuse de notre génération. On va parler de rénovation énergétique. Les clés de la ville, bien mieux, avec Elio. Salut à toutes et à tous et merci encore une fois d'être avec nous. Vous l'avez lu dans le Figaro, vous avez écouté sur Radio Imo ou sur la plateforme d'écoute du Figaro Immobilier. On est ravis d'être avec vous. Si vous prenez le train en marche pour l'écoute de ce podcast, on va parler de rénovation énergétique. Vous le savez, mesdames et messieurs, la rénovation énergétique, c'est une grosse galère. Voilà, on ne sait pas, c'est compliqué. Moi, chaque fois que je gamine le sujet, je prends un Valium juste avant pour calmer cela. Voilà. Donc, il nous faut des professionnels, pour être très clair, pour nous accompagner, parce que je peux vous dire qu'entre les injonctions normatives, les lois, franchement, c'est une tannée complète. Je vous comprends. Et vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous écrire pour avoir ce type d'informations. D'ailleurs, dans la matinale que j'anime sur Sud Radio tous les samedis matins, on essaye de donner des clés de lisibilité. C'est bien l'objet de Bien Mieux avec nos amis de chez Elio. Je rappelle, Elio, c'est une entreprise de taille nationale spécialiste de la rénovation énergétique. Et nous accueillons Tanguy Dupont, le directeur Habitat Collectif Solutions pour Elio. Bonjour Tanguy. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Vous habitez plus chez vos parents, rassurez-moi.
Non, et mes parents habitent à Orléans. Voilà, tout va bien. Ah oui, alors vous êtes orléanais. Alors, je suis orléanais d'origine, donc je suis particulièrement content d'être ici. C'est magnifique. J'avais 8 ans quand vous avez été élu la première fois. C'était horrible. C'était horrible. Je suis pas sûr que vous allez en faire un ami, là, Tanguy. Hein. Je m'en souviens. Hein, Serge Gouard, c'est comme ça qu'on prend un coup. Ah oui, j'ai pris un coup, là. Alors justement, Tanguy, donc le régional de l'Étape, qu'on est très heureux d'avoir ici. Alors, effectivement, sur la rénovation énergétique, on est parfois un peu perdu. On a besoin de confiance. On a besoin de tout le temps. Transparence. D'autant que l'actualité, les choses bougent, évoluent. Il y a des nouvelles mesures gouvernementales. Il y a aussi des aides. Quelles ont été les dernières actualités en matière de rénovation énergétique qui vont impacter aussi beaucoup de monde, Tanguy? Alors, si je peux d'abord présenter Elio en quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas. Effectivement, on est une société en efficacité énergétique. On est présent sur toute la France et notre rôle, c'est vraiment d'accompagner historiquement en tant que bureau d'études, puis aussi à travers le dispositif des certificats d'économie d'énergie, d'accompagner des particuliers, des professionnels, des copropriétés et des bailleurs sociaux pour ma part, et aussi chez Elio, de l'industrie, des collectivités, dans leur rénovation énergétique et dans leur transition énergétique. Pour le logement, on a des objectifs en France qui sont extrêmement ambitieux. On veut des logements qui soient tous bâtiments basse consommation en 2050. Il y a tout un tas de règles qui se sont mises en place, notamment avec la loi climat et résilience, sur les interdictions de location qui arrivent progressivement. Un calendrier de 2025 jusqu'à 2034. Exactement, avec comme première échéance, alors il y en a qui sont déjà passés sur les interdictions de hausse de loyer ou sur les logements les plus énergivores depuis le début de l'année 2023. Et puis en 2025, les logements G qui seront interdits à la location. En 2028, les logements F, etc. Tout un calendrier qui se découle. On a dit dans la vidéo, je crois qu'il y avait 35% à Orléans, par exemple, de logements en EFG. C'est considérable. C'est 35% de logements. Et il y a 75% aussi de logements qui sont loués à Orléans, notamment des appartements. Donc qui, d'ici 2034, c'est la date, l'échéance pour les logements E, ne pourront plus être loués, donc doivent être rénovés d'ici là. 75%. Oui, il me semble 76. C'est énorme. Alors, et donc 35% de ces appartements ne seront plus propres à la location s'ils sont classés G au 1er janvier 2025. S'ils sont classés G au 1er janvier 2025, absolument, et s'ils n'ont pas fait de travaux de rénovation d'ici là. Alors, précision quand même, c'est sur la première location et c'est au moment de la relocation. Monsieur le maire. Cela pourrait devenir une petite bombe à retardement, cette affaire. C'est clair. Parce qu'on a des personnes qui sont propriétaires, qui louent. Je pense notamment à des personnes un peu plus âgées, des retraités qui ont besoin d'un complément de revenu. Qui ont un complément de revenu, mais qui ne sont pas en mesure de financer. Nous, on l'a vu parce que depuis 20 ans, on mène une politique de ravalement sur Orléans, d'embellissement, et on apporte des financements. Et dans certains cas, on renonce à imposer le ravalement parce que tout simplement, la personne propriétaire ne peut pas le faire. Si je peux me permettre une autre réflexion à ce stade sur la question rénovation thermique, bien sûr qu'il faut le faire, on en est parfaitement d'accord. Mais si, je pense, pour avoir travaillé depuis longtemps sur ces questions d'énergie, si l'on arrivait à un modèle où du presque tout rénovation, on se met le doigt dans l'œil. Parce que le pays, globalement, le pays a une certaine richesse et il n'aura pas les moyens de le faire. Et vous voyez, là, on donne un exemple où on risque d'avoir une butée, là. Mais globalement, je pense que nous n'aurons pas les moyens financiers. Ça ne peut pas exonérer d'une nouvelle politique de l'énergie. La question, elle est fondamentalement, pour moi, elle est là. Il faut une nouvelle politique de l'énergie décarbonée. Et j'ajoute, qui renvoie à notre débat précédent, décentralisée. Vous voulez faire d'Orléans un modèle de ville décarbonée à horizon 2050. C'est ce qu'on est en train de faire. On a créé une SPL, une société, une entreprise, une collectivité qui crée une SPL pour produire de l'énergie décarbonée. Et dans tout le spectre des énergies possibles. Bien sûr sur du photovoltaïque parce que ça nous semble être le plus simple et le plus rapide, mais aussi dans le domaine de l'hydrogène. On a déjà transformé tout le chauffage urbain d'Orléans en biomasse. On a déjà fait moins 12% de gaz à effet de serre sur l'ensemble du territoire. Voilà, on a de la géothermie, voire géoénergie. Ce sont des choses un peu différentes techniquement. Et donc, c'est tout cela qu'il faut faire. Et si l'on arrive, je veux simplement dire la chose suivante, si l'on arrive à massifier notre production d'énergie décarbonée et à le faire vite,
Et les deux conditions sont difficiles à réunir en même temps. Alors, à ce moment-là, la question de la rénovation thermique, elle est toujours nécessaire, notamment sur tout ce que l'on appelle les passoires thermiques. Mais elle ne prend plus un tel impératif à très court terme. Vous voyez ce que je veux dire ? On se donne aussi du temps, et du temps financièrement. Moi, je vois dans l'équation générale, tout ça, ça a un coût. 250 millions d'euros à l'échelle de la métropole d'Orléans sur toutes les actions en faveur justement de la transition écologique énergétique. C'est bien ça ? Oui, 250 millions d'euros. C'est l'ordre de grandeur, absolument. Donc vous voyez la masse, c'est déjà très conséquent. C'est considérable. Mais c'est considérable. Et cela, c'est ce que nous, public, métropole, ville, nous y consacrons. Ce n'est pas toute la part privée. Et donc là, si on comptabilise la part privée, on va monter... alors je ne veux pas donner de chiffres, je n'ai pas le chiffre en tête là, mais on va monter en milliards. J'ai vu récemment une opération de rénovation qui est bien faite d'ailleurs sur l'un des quartiers d'Orléans, sur le quartier Saint-Marceau, qui était une opération, on a un petit peu participé, nous, métropole, mais elle a été essentiellement financée privée, sur un collectif de logement, elle était à 7 millions d'euros. Voilà, donc je dis attention à l'équation financière. Pour un budget, MaPrimeRénov' doté à 5 milliards d'euros. Mais on n'a pas le bateau France, le pays France, je le pense, je me trompe peut-être. En tout cas, ça mérite sujet, ça mérite débat. Oui. N'a pas les moyens financiers de la rénovation thermique dans son ensemble, de tout ce qu'il faut faire. Et donc, il faut amener de l'énergie propre, décarbonée. Je dirais, je vais provoquer encore. Oui. Si on gaspille un peu d'énergie décarbonée, c'est beaucoup moins grave. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça a le mérite d'être clair. Voilà, je vais vous dire, enfin, mon rêve se réalise. Ça ne veut pas dire que je vais claquer tout à l'heure. Mais j'ai enfin trouvé un maire qui dit la même chose. Je partage complètement votre point de vue. Je prends juste le chiffre de MaPrimeRénov'. Je crois que la dotation, ils ont augmenté le budget, c'est 5 milliards d'euros pour 2024. Me semble-t-il. Et on a prévu en 2024 200 000 rénovations collectives. C'est 50 milliards d'euros. Oui, de toute façon, les objectifs, mais c'est ce que disait Monsieur le maire, sont considérables, sachant que là, on parlait simplement des interdictions de location, donc la partie propriétaire-bailleur, il y a aussi les propriétaires occupants. Atteindre le bas carbone pour tous les bâtiments en 2050, peut-être que c'est possible. C'est évidemment pas seulement par la rénovation que c'est possible. Il y a énormément de choses qui sont sur lesquelles il faut travailler, comme celle que vous faites à Orléans. Nous, c'est sûr qu'on est vraiment sur le volet rénovation, le volet aussi transition énergétique, avec produire sa propre énergie via les panneaux solaires, etc. Ça, c'est très important, si je peux me permettre ce que vous dites. Ce que vous dites quand je parlais, pardon, je vous interromps, mais sur de l'énergie décentralisée, vous comprenez ce que je veux dire, c'est une des solutions. Il y a aujourd'hui en France des innovations techniques remarquables. Ah oui. Et on n'en profite pas encore assez. Je pense dans le domaine de la géothermie, de la géoénergie. Absolument. Vous pouvez avoir des bâtiments entiers qui, j'allais dire, se fournissent par de l'énergie propre et qui sera bien moins cher. Ou même la méthanisation, parce qu'on a des zones maraîchères pas loin. On a aussi ce genre de choses aussi. Bien sûr, absolument. Tanguy. Alors, l'enjeu pour nous, sur le terrain opérationnellement, c'est d'enlever la méfiance et d'aider aussi les particuliers et les professionnels et de les accompagner à se lancer dans un projet, à savoir quel est le projet qu'ils doivent réaliser. À décrypter les méandres administratifs, les différentes aides, solliciter les aides, les collecter, éventuellement les aider à financer le reste à charge, enfin voilà. Absolument. Ce matin, on est allé faire une visite avec France Bleu Orléans, avec la République du Centre, d'une maison qui a été rénovée avec l'accompagnement de Helio, qui est dans la ZAC Filsois, donc le cœur vert d'Orléans, aussi encore Orléans qui travaille sur certaines zones pour en faire une zone qui reste un peu un poumon vert pour Orléans. Là, on a fait une rénovation d'un logement qui est passé de F en B, avec une considérable aussi baisse des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on a pu faire l'isolation complète des murs, de la toiture, l'installation d'une pompe à chaleur, une ventilation, des fenêtres double vitrage, pour un particulier orléanais qui s'installe avec sa famille
C'est un projet qui a coûté près de 60 000 euros et où on est allé chercher presque 45 000 euros d'aide grâce à MaPrimeRénov', grâce au certificat d'économie d'énergie avec l'accompagnement d'un acteur local, Solia. Et donc reste à charge Et donc reste à charge de l'ordre de 15 000 euros. Et comment il le finance? Qui en plus peut être financé par un prêt. Alors il y a la possibilité d'un éco-prêt à taux zéro. Je crois que là c'est un prêt avec sa propre banque que la personne a choisi. Des solutions existent. Il y a des solutions qui existent, il y a des solutions pour mensualiser le coût, il y a des solutions d'aide aussi qui sont importantes. Là, c'est le cas d'une maison, c'est vrai aussi dans le collectif. Le collectif, c'est un vrai enjeu individuel, mais en fait aussi collectif. Les gens pensent trop souvent à leur logement, à leur appartement. Ah, je suis Angers, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est un problème collectif, ils sont copropriétaires, et au sein de la copropriété, il faut mener un projet qui prend énormément de temps. Une copropriété, c'est comme c'est une petite société. Ils se réunissent seulement, généralement une fois par an, en assemblée générale ordinaire. Et donc, lancer un projet de rénovation globale, c'est aussi un enjeu. Je profite que vous soyez là, Tanguy Dupont, parce que la semaine dernière, avec Olivier Marin, j'ai eu l'occasion d'interviewer le ministre du Logement, Laure Durent, qui est le grand rendez-vous de la PropTech. Vous savez, le REN, c'est le Real Estate and New Tech, c'est toute l'intelligence française, parce que la France a un incroyable talent, c'est vrai, c'était hier soir. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'innovations. Et je lui ai posé la question pour la rénovation énergétique. Et il me dit la chose suivante: nous allons privilégier à fond, en mettant l'accélérateur sur la rénovation globale. Donc, on n'est plus sur du monogeste. On est sur plusieurs gestes, parce que forcément, fatalement, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment on fait quand on ne peut pas rénover de l'extérieur? Il dit, on rénove de l'intérieur, c'est facile, bon, c'est bien. Sauf qu'à Paris, la donne a été très très claire sur de l'haussmannien, parce que c'est une grosse galère de le faire. Je lui ai posé la question sur notamment, vous savez, les fenêtres, quand on change les fenêtres, quand on y va progressivement, on dit non, on va soutenir de façon financière et engagé avec l'ANA, l'ADEME et enfin tous les acteurs du secteur pour privilégier finalement les gestes globaux et donc les facilités sur l'année 2024. Bon, je vais vous demander votre réaction. Et est-ce qu'il a raison quand il dit qu'effectivement ça a du sens de pousser justement lorsqu'on est rompu par exemple à des équations immobilières un peu compliquées quand on veut rénover chez soi, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle de la copro? Alors, c'est toujours mieux de penser au bâtiment dans son ensemble, de réfléchir à un scénario complet, de le faire dans le bon ordre aussi. C'est un vrai enjeu de dire on va faire que de la rénovation performante et on va aider que ça. Je pense que c'est pas la seule solution et que évidemment c'est pas toujours adapté. C'est une bonne chose quand on arrive à le faire. On arrive quand même de plus en plus à le faire. Il y a de plus en plus d'aides effectivement qui viennent à partir d'une atteinte d'une performance énergétique. C'est le cas pour les maisons. À partir de 55% de gains énergétiques, on a des aides à la rénovation performante. C'est le cas en copropriété à partir de 35% de gains énergétiques. Et donc notre travail, nous, aujourd'hui, c'est d'aller voir ces personnes-là, de les aider à faire l'audit énergétique qui permet de définir les scénarios de travaux et d'aller chercher ces différentes aides qui sont de fait plus importantes. Pour une copropriété, on peut arriver à 40-45% de financement par MaPrimeRénov' copropriété, par les certificats d'économie d'énergie. À Orléans, il y a MaMétroRénov' aussi qui peut abonder avec un guichet unique avec l'ADIL 45 qui a été ouvert maintenant. Vous êtes aussi mandataire C2E? On est délégataire C2E et mandataire de MaPrimeRénov'. Délégataire C2E, qui est un dispositif de financement privé, pour le rappeler. Absolument, qui pèse sur les fournisseurs d'énergie qui ont une obligation à financer la transition énergétique. Je voudrais qu'on reprenne la structuration du parc de logement orléanais. Donc 66 931 logements, c'est bien ça? 86% de résidences principales avec une majorité d'appartements, 76%, vous l'avez dit tout à l'heure, et 64% des occupants sont, comme vous l'avez rappelé, locataires. Si on prend aujourd'hui la moyenne sur un appartement à la louche, enfin, vraiment sur le hypothèse, on avait chiffré des travaux de rénovation, si on prend un appartement qui est classé F ou G, environ entre 25 et 30 000 euros. Est-ce qu'on est dans les clous ou est-ce qu'à votre avis, il va y avoir une inflation sur ce type de prix en moyenne, hein? On est dans les clous pour moi dans les projets qu'on a suivis sur des rénovations globales dans une copropriété. Okay. C'est-à-dire qu'on est souvent entre 20 et 25 000 euros de travaux. D'ailleurs, MaPrimeRénov' copropriété a rehaussé à 25 000 euros le plafond des travaux sur lequel il finance 25%. Donc ça fait 6 250 euros financés quand on est en haut de ce plafond. Avant, il était à 15 000 euros et effectivement, c'était trop faible. C'est peut-être possible dans certains cas assez rares, mais quand les travaux sont vraiment très faciles, très évidents. Mais généralement, on est plutôt à 20-25 000 euros de travaux en moyenne pour un logement dans une copropriété qui fait une rénovation performante. Et alors, à chaque fois, vous nous donnez en fait des exemples. Et là, typiquement aujourd'hui, donc cette maison, sur une maison et puis une copropriété, 2 exemples, Tanguy Dupont.
Oui, donc un exemple sur une maison, celle qu'on a justement, dont on a fait la visite ce matin avec des acteurs locaux. Il y avait aussi des personnes de Ma Métro Rénov qui étaient présentes. Une maison de 150 mètres carrés, 156 mètres carrés, qui est passée d'étiquette F à étiquette B. Pas mal. C'est 76% de baisse de la consommation énergétique. Oui. Sans compter que non seulement c'est bien pour les travaux, parce que ça augmente le prix, parce que ça donne une valeur à l'actif, patrimonial, mais aussi c'est des économies d'énergie. C'est ça des va grosses économies d'énergie. C'est 76% d'économies d'énergie sur la facture. Donc c'est beaucoup. Et 44 000 euros d'aide sur les 60 000 euros de travaux, donc de l'ordre de 15 000 euros de reste à charge pour l'occupant. Et l'autre exemple ? Dernier exemple. Dernier exemple, on a aussi une copropriété qui, pour le coup, est en début d'accompagnement. Donc, des copropriétés, c'est beaucoup plus complexe en termes de prise de décision. Et c'est un temps beaucoup plus long. Il faut voter un assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est obligatoire. Pour pouvoir obtenir les aides à la rénovation performante, il faut un maître d'œuvre, donc un architecte ou un bureau d'études qui va assurer la maîtrise d'œuvre. Il faut des entreprises de travaux. Tout ça, c'est au moins 2 voire 3 assemblées générales, rien que pour prendre ces différentes décisions. Donc quand on est dans ces premières phases, on réalise un audit énergétique. Là, sur une copropriété de 65 logements à Orléans, on prévoit un scénario maximum, s'il est voté, qui permet de passer de E à B, donc qui règle un petit peu le problème pour tous les occupants des futures interdictions de location ou de la valeur de leurs biens pour les propriétaires occupants, avec un montant de travaux qui avoisine 1 300 000 euros et 550 000 euros d'aide possible entre MaPrimeRénov' copropriété et une prime C2E. Donc une part importante qui peut être financée, le reste pouvant être financé par un éco-prêt à taux zéro, qui peut être pris jusqu'à 50 000 euros par personne vivant dans la copropriété, donc qui permet de gérer la partie reste à charge qui est importante, parce que quand on a ne serait-ce que 10 000, 15 000 euros, tout le monde n'est pas capable. D'où la nécessité clairement d'accompagnement de vos services, des collaborateurs, des ingénieurs qui suivent. Il y a aussi, bien sûr, la mise en œuvre des audits énergétiques et des diagnostics de performance énergétique, mais il y a aussi s'inscrit dans le plan pluriannuel de travaux, bien évidemment, appelé PPT. Voilà, tout à fait. Absolument. C'est une obligation pour les copropriétés. Ça prend 3 ans, le plan pluriannuel de travaux. Donc, excellente démarche, monsieur le maire. Effectivement, il y a aussi les aides locales. Vous soutenez local. Et je rappelle que c'est cumulable. Oui, tout à fait. Nous, on vient abonder, en fait, MaPrimeRénov' par ce que l'on a créé à l'échelle de la métropole orléanaise. Donc, ma métropole, vous aviez tous compris, Ma Métro Rénov'. Et en même temps, cela a été dit, parce qu'on a constater aussi que parfois il y a des gens qui s'en sortaient pas. Donc de les aider par un guichet unique, c'est ce que l'on fait avec le département, avec l'agence du logement, la DIL, sur le Loiret. Donc on a fait converger, j'allais dire, nos forces, nos moyens pour avoir un guichet unique. Et je pense effectivement qu'il faut que l'on amplifie tout cela, mais je redis aussi que il faut qu'il y ait la vision globale des questions énergétiques, et donc il faut qu'il y ait une politique de l'énergie décarbonée qui est essentielle. Alors nous, pour ce qui concerne la métropole et la ville d'Orléans, on a fixé des objectifs très ambitieux, puisqu'on est à moins 50% de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. On est d'accord. 2030, c'est-à-dire demain matin. On a créé donc cette ESPL qui va être le bras armé puisqu'elle est d'ores et déjà créée, et puis un certain nombre de dispositifs qui viennent converger pour faire le maximum pour atteindre l'objectif dans maintenant moins de 7 ans. Merci Serge Gouard. Merci Tanguy Dupont. Applaudissements pour Tanguy Dupont. Vous restez avec nous. Voilà, vous êtes directeur pour l'habitat collectif, donc Elio, qu'on retrouve facilement sur Internet, si on veut avoir des aides. Vous êtes très bien structuré, en plus vous êtes parfaitement accompagné, et l'avantage, c'est que vous ne faites pas de l'entre-soi, vous traduisez les méandres administratifs, parce que 50% des dossiers de ceux qui abandonnent, c'est quand on voit la lourdeur administrative auquel on fait face. Bienvenue en France. Alors... Merci à toutes et à tous. Je voudrais qu'on remercie, c'est l'heure des remerciements, je voudrais bien sûr qu'on remercie les équipes de la collectivité, vos équipes, monsieur le maire, qui ont été absolument adorables. Mieux, on pourrait pas. Vraiment. Et vraiment, ils se reconnaîtront tous. Vraiment, merci. Merci à l'équipe du MOB, donc ce musée magnifique, de nous recevoir. C'est un très bel écrin pour notre émission. Merci à Lorenzo, il est magnifico, qui est à la régie avec notre ami Théo. Merci à Alexandre Burkhardt, notre directeur artistique. Il a réalisé le reportage
reportage. Un immense merci à celui sans lequel cette émission n'aurait pas vu le jour, bien évidemment, pour cette collection. C'est notre producteur éditorialiste préféré, notre ami Grégoire Darico, bien évidemment. Un immense merci aux équipes du Figaro Immobilier, bien évidemment, et bien sûr à mon complice Olivier Marin. Applaudissements. Merci à tous. Un grand merci à Sylvain, qu'on peut applaudir Merci. aussi, Sylvain Lévy. Un mot de conclusion, monsieur le maire. Alors, justement, je vais, avant de vous donner un petit mot de conclusion, puisque vous m'avez mis en forme, monsieur le maire, merci. Voilà, alors vous pouvez m'applaudir, non, je plaisante. Alors, je vais vous faire une citation qui illustrer le propos, où ça m'est venu lorsque je vous écoutais. Ça nous a fait beaucoup de bien, je vais vous le dire. Ça nous a fait beaucoup de bien. J'aimerais citer l'encyclopédiste Denis Diderot, qui disait, il existe, c'est dans ses maximes, vous savez, son recueil de maximes, je crois que c'est la maxime 34, si j'ai bonne mémoire, mais on pardonnerait si le chiffre n'est pas juste, ça doit être entre 34 et 42, qui dit la chose suivante, il dit il y existe deux sortes d'hommes, je synthétise un peu. Les gens crédules, la crédulité est parfois le défaut des gens d'esprit. L'incrédulité, le vice des sots et des imbéciles. Car les premiers ne voient dans le monde que ce qui pourrait être, tandis que les seconds ne voient dans le monde que ce qui est. C'est peut-être ce qui rend les premiers téméraires et les seconds pusillanimes. Vous êtes définitivement téméraires et aventuriers, et ça nous fait beaucoup de bien, surtout en ce moment. Applaudissements pour Serge Gouard, maire d'Orléans. Et monsieur le maire, c'est vous qui allez conclure cette émission. Bah là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Que pourrais-je dire? D'abord, merci à vous. On a été très heureux de vous accueillir ici et dans ce musée pour la biodiversité, parce que c'est un de nos gros sujets aussi. Faire en sorte que ce monde perdure avec toute sa richesse, toute sa beauté. Vous savez, moi, j'ai travaillé avant d'être élu sur les questions spatiales. Personne ne le sait. Et alors, je ne suis pas allé comme Thomas Pesquet là-haut, là-haut qui n'existe pas d'ailleurs. C'est une formule. Mais peut-être là, nous avons un bijou. Il faut le protéger. Et nous avons chacun, dans nos différentes activités, le moyen de le faire pour une petite goutte d'eau. Et c'est le collectif qui fait la réussite. Voilà. Merci beaucoup, Serge Gouard. Merci. Le mois prochain, nous serons avec Grégory Doucet, le maire de Lyon. Formidable, 20 décembre. Voilà, ce sera le 20 décembre. C'est l'enregistrement le 20 décembre. L'enregistrement le 20 décembre, vous êtes tous invités. Si vous voulez venir à Lyon, voilà, on fait encore du très bon Jésus à Lyon, qu'on met au crochet. Souvent avec notre ami Laurent Gérard, on fait quelques petites descentes dans les bistrots et les bouchons lyonnais. En tout cas, on sera ravis de vous y accueillir. Ce programme fonctionne très bien sur nos plateformes. On est ravis parce que sans vous, il n'existerait pas. Je vous donne à toutes et à tous rendez-vous le mois prochain à Lyon. Et n'oubliez pas de venir ici à Orléans visiter cette ville magnifique. Prenez soin de vous et à très vite. Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.